Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, pour la troisième partie, on va poursuivre pour parler de quelques idées neuves sur l'apprentissage moteur. Alors, il y a essentiellement la théorie des systèmes dynamiques, l'action située et la perception directe. Ce sont des idées qui vont un peu à l'encontre des approches du constructivisme, du behaviorisme ou du cognitivisme. La théorie des systèmes dynamiques a été évoquée par Didier de Lignières, le français bien connu. Elle a un peu bouleversé la conception de la motricité. L'idée générale je ne vais pas trop me détailler dessus, mais l'idée générale de cette théorie, c'est que le système complexe va se comporter en conformité avec l'interaction et le mouvement des contraintes qui s'exercent sur lui et de ses composantes. Donc les composantes les contraintes qui s'exercent sur les composantes vont déterminer le sens et la nature du mouvement, le dynamisme du mouvement. Il a évoqué l'exemple du pendule qui va répondre aux contraintes du système du pendule et aux contraintes de l'environnement. Le contrôle cognitif n'est pas exclusif ici, parce qu'il n'y a pas que le contrôle cognitif, mais il y a le contrôle aussi, l'action aussi de la pesanteur et des contraintes dont on a parlé. Donc, cette théorie consiste en ce que l'apprentissage est basé sur les équilibres qui sont déjà existants dans l'organisme. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de connaissance antérieure, il n'y a pas de mémoire, mais il y a surtout les tendances de l'équilibre moteur des composantes d'un système. Par exemple, si on parle des mouvements d'amplitude du bras, c'est-à-dire de la ceinture scapulaire et des bras, ils vont surtout obéir à la dynamique, à la pesanteur et aux actions naturelles de ces segments, c'est-à-dire de la main, de l'avant-bras, de l'épaule, etc. Donc il y a deux catégories de situations d'apprentissage selon cette approche. Les situations de convergence, où la coordination qu'on va faire apprendre à l'enfant, elle va coïncider et va aller dans le sens de la coordination spontanée, c'est-à-dire du mouvement naturel, la marche, la course, les actions naturelles. Et puis il y a des situations de compétition où l'apprentissage implique l'acquisition d'une coordination non naturelle. Donc l'athlétisme ici, il parle d'exploiter la motricité spontanée, courir, sauter, lancer, etc., sans la contrarier. Dans le cas inverse, la marche athlétique, on contrarie un attracteur naturel du système. Donc en bref, ce sont les contraintes qui vont déterminer le mouvement. Les contraintes ici, au lieu de s'opposer à l'atteinte du but, ils canalisent le comportement en limitant l'étendue des possibles. Le rôle de l'enseignant s'appuie sur la construction matérielle des situations d'apprentissage, modifiant l'environnement ou d'en sélectionner les paramètres pour orienter le mouvement et favoriser la coordination que l'on souhaite atteindre, ou au contraire compliquer la coordination que l'on veut décourager. La deuxième approche, c'est celle de l'action située, qui découle de recherches actuelles sur les sciences humaines et sociales, qui va accorder une importance au contexte.
c'est-à-dire la représentation du moment et de la situation qui se présente à l'exécutant. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie déjà anticipée, mais la réaction se fait in vivo et en réponse à la situation. Donc elle va placer cette conception, le sujet, dans une position active et constructive en interaction avec la situation. Donc la subjectivité va réagir, c'est-à-dire que le vécu et la perception immédiate va déterminer l'intentionnalité du sujet. C'est contraire aux théories cognitivistes où la cognition consiste en des opérations logiques pouvant être accomplies par un cerveau, un ordinateur. Donc l'action située ou la cognition située va débuter dans le corps et dans sa neurobiologie, composantes qui vont les nerfs, les muscles, etc. Elle est guidée par la perception. La conception des contenus d'apprentissage selon cette approche suppose de les considérer en termes d'expérience motrice typique vécue par les élèves, ce qui revient à penser les contenus non en termes de savoir préexistant, l'activité des élèves, mais en termes de mode d'engagement des élèves dans les situations, intention, émotion, de reconnaissance, de configuration typique, des tâches. C'est-à-dire qu'ici, dans un jeu sportif collectif de foot par exemple, le défenseur ne va pas apprendre avant l'action, avant le match, que si l'attaquant conduit la balle vers l'extérieur, il doit poser son pied, etc. Mais il doit être confronté à fur et à mesure à des situations similaires où il va réagir avec un répertoire qu'il a déjà en fonction de l'action de l'attaquant. Donc il va agir sur le temps et en réponse immédiate sans avoir planifié son action. L'autre approche, c'est celle de la perception directe. Selon cette théorie écologique de l'apprentissage, l'action est le résultat de la rencontre entre l'individu et la situation, sans recours aux représentations mentales. Les renseignements sur des placements, les vitesses, les trajectoires déclenchent la décision qu'elle évolue en fonction de l'apprentissage et l'expérience. Cette théorie n'a pas beaucoup d'impact en EPS, mais elle va essayer d'expliquer comment on met en place un freinage à l'approche d'un obstacle. Elle explique comment on intercepte des objets mobiles, بحال réflexe, des objets mobiles qui vont venir, ou la ballon de volée qui va venir, on va l'intercepter directement. Les réseaux neuronaux peuvent modifier leur connectivité en fonction des coordinations extérieures. Gibson parle d'affordance, c'est-à-dire les possibilités, l'ihtimalat, terme qui désigne les possibilités offertes par les caractéristiques de la situation aux yeux de l'individu qui est confronté. L'affordance, c'est un appel à l'action. Et l'ihtimal, l'ikiji, c'est lui qui va décider de l'action qui va suivre. Il va offrir à l'utilisateur les moyens de se servir d'un objet, son mode d'emploi. Selon cette approche, l'élève en situation va sauter, pousser, esquiver, etc. en réponse immédiate à la contrainte, à la suite de possibilités qui jugent face à cette situation. Un exemple pour mieux le comprendre, le ballon de basketball en provenance est une passe à recevoir pour marquer aux yeux d'un joueur confirmé, alors que c'est un projectile à éviter pour un enfant en bas âge ou pour un chat. Donc, ce que ça représente pour lui immédiatement, soit un objet à intercepter, à prendre en charge, à utiliser, ou bien un objet à éviter. Elle a une certaine ressemblance avec l'action située. C'est-à-dire qu'elle aussi, l'approche de la perception directe et l'action située, sont toutes les deux relatives au moment, à la situation immédiate, sans avoir de représentation. Mais où l'apprentissage va poser l'élève dans les situations où il va accumuler les expériences. Parlons maintenant des approches pédagogiques. La fameuse approche par compétence que nous utilisons dans notre système d'enseignement. La définition de la compétence, bien sûr, elle était très largement discutée, controversée, il y avait plusieurs définitions, mais l'essentiel c'est de mobiliser à chaque fois un certain nombre de ressources, afin de répondre à une situation complexe. Des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, c'est-à-dire des connaissances
des motricités, savoir-faire moteur, et puis des attitudes. L'élève susceptible de recourir tant à des ressources propres qu'extérieures. Cette approche va exploiter la complexité des situations. Donc on parle de la compétence d'immédiat, la situation complexe, inédite, la famille de situation, spécialité de la situation, et surtout du jugement, de la mobilisation par l'élève de différentes ressources qu'il va combiner et va utiliser pour la résolution d'un problème, et qu'il va utiliser à chaque fois pour la résolution d'un problème dans des situations similaires. Les auteurs Kainin, le groupe de l'UBF, de Kettel, Rogers, etc. On en a longuement parlé. Le travail dans l'approche par compétence se base sur les problèmes, la résolution de problèmes, sur les projets, c'est-à-dire la liberté, l'autonomie, le choix, le jugement, sur les contrats didactiques, l'évaluation formative et formatrice en situation de travail, où les disciplines vont de plus en plus vers l'interdisciplinarité et le transfert. Voilà les caractéristiques de la compétence, vous pouvez les lire après: complexité, l'adaptabilité, l'évaluabilité, la transversalité, la continuité. Voilà. La pédagogie par objectif, en opposition, c'est-à-dire l'ancienne pédagogie qui n'était pas objective, qui apparaît aux États-Unis, aux enseignements techniques, et qui s'inspire surtout du taylorisme, des industries américaines. Voilà. Développé ensuite au Canada, parvenu à la Belgique, à travers les chercheurs de Lonchir et Deno. Elle a quelques principes essentiels. L'objectif énoncé de manière la moins équivoque, c'est-à-dire claire, explicite. Vous va décrire une activité de l'apprenant qui va se manifester par un comportement observable, et puis décrire aussi les conditions dans lesquelles il va produire ce comportement, et puis le niveau d'exigence auquel l'apprentissage est tenu de se situer, et les critères qui vont permettre de l'évaluer. D'ailleurs, les critères de réalisation, les critères de réussite découlent de la pédagogie par objectif. Vous voyez ici un tableau comparatif entre l'approche par compétence et la pédagogie par objectif. Et puis les contenus, d'une part les contenus de l'autre situation, d'une part la transmission, puis l'action de l'apprenant, puis le contexte, l'approche par compétence. Mais toutefois, ces pédagogies ne s'approchent pas totalement, puisque dans l'approche par compétence, on a recours essentiellement aux objectifs. Voilà, maintenant cette partie est terminée. Dans une quatrième partie, on va parler des méthodes pédagogiques. Merci de votre attention.